Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. On va laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure. Je vous donne quelques petits tips avant le démarrage du live. Du coup, vous avez une interface Zoom pour ceux qui ont l'habitude. Vous avez un point très important, c'est la zone, donc questions et réponses qui apparaît dans votre interface que vous pourrez, utiliser pour ce live avec la possibilité de poser toutes vos questions. On les traitera justement en fin de présentation. Vous avez aussi la possibilité, de mettre vos questions dès le début du live et elles seront traitées, à la fin. Allez, parfait, on va attendre encore une petite minute que tout le monde se connecte. Vous avez également une zone de chat, qui apparaît donc pour discuter, donc une zone un peu plus libre si, vous voulez aussi interagir. Donc, 1re petite question, est-ce que déjà vous nous entendez bien? Tout est OK au niveau du son? Vous pouvez mettre un petit mot dans la zone de messagerie, donc en bas, donc discussion. Je vous envoie un petit message à tous, n'hésitez pas à répondre si ça fonctionne. Allez, parfait. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à tous sur ce live. Nous allons parler d'impression 3D et particulièrement d'un secteur qui est le secteur de la lunetterie. Pour ça, je vais avoir effectivement, un invité spécial que je vous présenterai juste après. Donc je suis Florian Berthelot, je suis donc responsable développement pour la société F3DF. On est intégrateur d'outils 3D depuis déjà 15 ans et nos clients font appel à nous pour, intégrer les moyens, se former, intégrer des outils de CAO, en tout cas mettre en place des process 3D pour, développer leur activité. Alors du coup, vous avez, du coup, là également un invité qui est avec moi, Thibaut. Est-ce que tu nous entends bien également? T'entends impeccable. Il me semble que la fonction chat n'est pas activée, donc je pense qu'on va utiliser la Questions-réponses, partie parfait. questions-réponses Oui, pour discuter. très bien, ça sera là notre zone d'échange avec grand plaisir. Donc Thibaut Leroy, donc société Formlabs, tu es avec moi aujourd'hui pour 1 heure. On va parler impression 3D, c'est un sujet que tu connais bien. Je crois que ça fait déjà quelques années que tu es dans le domaine également. Ça fait quelques années que je suis dans le domaine. Alors, j'ai commencé par l'ingénierie 3D pour un software que tu connais bien, mais que je ne peux pas citer aujourd'hui puisque il ne fait pas partie des softwares que tu commercialises. Mais par contre, oui, j'ai aussi travaillé chez d'autres sociétés, donc dans le FDM avec une autre marque IDEM qu'on ne présente plus dans la production d'équipements à dépôt de fil. Et aujourd'hui, chez Formlabs, ça fait 3 ans aujourd'hui que je travaille pour cette société et que je travaille avec toi. Voilà. C'est un plaisir de te recevoir et pour, ce live particulier, on va recevoir du coup Sébastien Brusset. Merci d'être avec nous. Sébastien, tu nous entends bien? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour à tous. Parfait, merci, de t'être rendu disponible. Je crois que tu es même à l'étranger, tu es à Dubaï actuellement, j'en révèle un petit peu, mais tu nous expliqueras, justement, tout ça. Ça fait aussi 25 ans, que tu es dans le secteur de la lunetterie, avec, de multiples casquettes, designer, créateur d'entreprise, et je me suis permis d'ajouter influenceur parce que je sais que, tu, apportes aussi tes conseils et ton expertise à de nombreuses entreprises dans le secteur de la lunette. Alors du coup, peut-être pour compléter ton profil, tu peux nous en dire davantage sur ton parcours? Écoute, oui, alors je suis, dans l'optique depuis, le début de ma carrière puisque j'ai d'abord eu une formation d'opticien, mais j'ai rapidement basculé du côté de la conception produit parce que j'ai toujours été fasciné par l'objet, lunette. Je trouve que c'est un objet qui est extrêmement intéressant à travailler parce qu'il touche différents, niveaux, que ce soit, la vision, donc l'objet, l'orthèse quelque part, jusqu'à un aspect plus esthétique, plus mode. Et puis tout cet aspect conception, c'est un objet qui est très complexe. Et donc je suis passé très vite de ce côté-là, avec d'abord une première société, pendant 10 ans, donc en indépendant avec, qui a un petit peu grossi, où j'ai eu la chance de travailler sur de très, très beaux projets, que ce soit des projets de haute couture ou, des projets d'innovation. Et j'ai rejoint ensuite la société Alain Miquely en étant directeur de création, puis la société Logo, en tête de l'ensemble du marketing et du design.
Et donc, j'étais en charge notamment de design et du marketing pour Tag Heuer, pour Fred, donc des marques plutôt luxe et surtout très innovantes quand on parle de Tag Heuer. Et on a été les premiers, je pense, au sein de cette société à monter une division Smart Eyewear qui a commencé déjà à me faire toucher de la conception très complexe. Et puis, j'ai refondé un studio de design il y a 7 ans maintenant qui s'appelle Just Add Water, donc studio de design global appliqué à la lunette et qui nous a même amené à créer notre propre marque de lunettes Jamvision. Voilà, je pourrais vous en dire plus tout à l'heure. Excellent. Bah, du coup, merci Sébastien d'être avec nous. J'ai eu la chance, de te rencontrer et on va en dire un peu plus. Aujourd'hui, tu es à Dubaï, mais tu es implanté à Lyon et du coup, on a pu travailler ensemble pour, intégrer, en tout cas développer la technologie d'impression 3D, au sein de ton activité. Alors, je crois que c'est pas nouveau, hein, pour toi, la fabrication additive, parmi dans ton parcours, c'est quelque chose que tu as toujours utilisé? Alors, en fait, avant même la fabrication additive, moi, j'ai toujours utilisé des outils de conception 3D parce que ma manière de penser est plutôt volumique. Donc, ça a été des outils que j'ai commencé à utiliser il y a plus de 20 ans. J'ai travaillé très tôt avec des outils de fabrication additive, notamment dans le domaine du prototypage, puisqu'en fait, ça fait longtemps que ça existe dans les entreprises, en tout cas les entreprises qui avaient la chance d'être équipées. Quand les premières imprimantes 3D ont commencé à arriver, à être abordables, notamment via la technologie FDM, évidemment, je me suis équipé, j'ai testé, parce que ça m'a permis de matérialiser très vite en fait, les idées que j'avais en tête, beaucoup plus rapidement que passer par on va dire des outils de production traditionnels, même de prototypes. Très bien. Bah, de toute façon, on va avoir la chance d'en savoir un peu plus sur toutes ces expériences. Donc, du coup, je vous propose pour ce live, on va revenir un petit peu sur le marché de la lunette. J'avoue que, j'ai un peu travaillé ma copie, tu me diras, hein, Sébastien, si j'ai vu juste, en tout cas pour qu'on comprenne mieux les enjeux de ce secteur. On parlera, de manière beaucoup plus concrète sur, concrètement des expériences que tu as menées dans la fabrication additive, plus particulièrement avec l'utilisation, de la technologie donc, résine et SLA et également sur la partie donc frittage de poudre SLS et ton expérience avec, les produits Formlabs. Du coup, je j'ai voulu prendre un petit moment, pour essayer de comprendre justement, qu'est-ce que ça représente le secteur de la lunette? Alors en France, hein, aujourd'hui, donc c'est, plus de plus de 40 000 paires de lunettes qui sont vendues chaque année. Alors j'ai été surpris et c'est effectivement, plus de 76 des Français qui portent des lunettes de vue. Donc ça, c'est aussi c'est un alors est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a toujours été le cas? Tu nous en diras un peu plus. Hem Du coup, c'est un véritable secteur qui est en croissance. Donc c'est pas le cas dans toutes les industries, mais on voit qu'il y a un développement, il y a des marchés encore, il y a des nouvelles marques qui arrivent, donc c'est un secteur qui est dynamique. Du coup, pour mieux comprendre et avec toute l'expérience que tu as de ce secteur, quels sont aujourd'hui les défis, les enjeux, qui sont, importants pour ce marché? Alors, en termes d'enjeux, bon, je vois que tu as un plan, Je te souffle quelques pistes, pas hein, parce qu'on en a évalué. déjà parlé, bien entendu. Donc, comme tu l'as dit, c'est un marché d'abord qui est très actif et qui va l'être encore plus dans les mois, années qui vont arriver. Je vous expliquerai pourquoi. Mais donc, avec une concurrence d'abord croissante. Bon, il faut savoir qu'il y a un mastodonte dans notre secteur qui est le mastodonte EssilorLuxottica, qui représente plus de la moitié du marché total mondial, en fait, hein, de la lunette. Donc, c'est assez colossal. Et pour autant, il y a beaucoup aussi de petites marques qui arrivent sur le marché qui tentent de trouver leur place. Et vous avez plus de 2000 marques dans le monde qui sont enregistrées, plus toutes celles qui ne le sont pas. Donc, en fait, vous avez vraiment une concurrence qui est très, on va dire, voilà, très active. Ce qui est surtout super intéressant, c'est de voir qu'en parallèle, il y a vraiment une évolution des modes de consommation, et notamment une demande à la fois de produits qui soient des produits plus éco-responsables, hein, on en entend énormément parler, mais c'est devenu une réalité. C'est-à-dire que les clients aujourd'hui, quand ils arrivent en magasin, ils veulent savoir effectivement jusqu'à parfois l'empreinte carbone du produit, ce à quoi notre secteur, qui est plutôt assez en retard, est bien incapable de répondre précisément. Et il y a également une demande très importante de produits qui soient beaucoup plus individualisés. J'ai envie de faire une aparté là-dessus, c'est quand même juste logique parce qu'on est sur un produit, on a tous des visages qui sont totalement différents et nos visages sont même eux-mêmes dissymétriques.
Et en fait, on essaie sur ces visages, donc qui sont tous différents avec énormément de particularités, on essaie de mettre des produits qui sont extrêmement standards. Et donc, il y a quelque chose qui ne colle pas en termes de confort, en termes de fit et même de look. Et donc, il y a une demande aujourd'hui de produits. Voilà, j'achète un produit, je veux qu'il soit fait pour moi et je veux surtout qu'il corresponde à mon besoin précisément. Après, il y a, et ça c'est un point qui est très important et qui rejoint celui de la concurrence, c'est que il y a beaucoup d'innovations technologiques. Alors, je vais parler d'un côté sur le produit. Vous avez d'une part toute une palette de matériaux sur des outils, sur des produits traditionnels, mais vous avez aussi l'avènement prochain d'une vraie catégorie de produits qui va être les lunettes connectées, ce qu'on appelle les lunettes connectées ou les lunettes intelligentes plutôt, parce qu'en fait la connexion ne veut pas dire grand-chose, mais imaginez une paire de lunettes dans laquelle la technologie va permettre d'améliorer sa fonction initiale et puis peut-être d'ajouter d'autres fonctionnalités. Et ça, vous avez des très gros acteurs qui ont de très grosses ambitions donc, qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Apple s'est déclaré avec son premier casque, Meta de son côté, avec son association avec Luxottica notamment, et puis d'autres produits qui arrivent. Et ce ne seront pas les seuls, il va y avoir un certain nombre d'annonces qui vont arriver avant la fin de l'année. Donc ça, c'est l'innovation technologique, on va dire, pour la partie produit. Et puis après, vous avez sur l'expérience aussi, sur donc l'expérience digitale d'achat, pour aider le consommateur sur du multicanal à pouvoir prendre des décisions en amont et faire des essayages virtuels et avoir des produits justement qui soient plus personnalisés. Un autre enjeu, c'est évidemment au niveau visuel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une paire de lunettes, c'est quand même avant tout un objet qui permet de maintenir en position des verres optiques ou solaires devant les yeux. Ça sert quand même à ça à la base. Et la vision, on sait combien c'est précieux aujourd'hui dans notre monde. La majorité des stimuli sont visuels. Aujourd'hui, notre vue, elle est extrêmement sollicitée et on passe notamment tous énormément de temps devant les écrans. Et ça pose un certain nombre de questions. Et le nombre que tu citais tout à l'heure avec grosso modo les 3/4 des Français qui portaient des lunettes, ça ne va pas aller en s'arrangeant, ne serait-ce que pour avoir des lunettes de confort, des filtres anti-lumière bleue, etc., pour pouvoir s'équiper et rester confort quand on regarde un écran. Et donc, tout ça, évidemment, amène une grande diversification de l'offre. Il y a autant de moyens de répondre que de questions, donc ce qui stimule aussi la concurrence. Voilà, je pense avoir été un Ouais, peu… très bien, ouais, effectivement, il y a quand même un marché très dynamique, encore beaucoup d'innovations, technologiques et du développement de marché puisque, comme tu le disais, on va être, de plus en plus, si on n'avait pas de lunettes, bientôt en avoir et avec plaisir parce qu'il y a de très beaux projets, et que tu vas nous présenter juste après. Alors du coup, pour faire maintenant le parallèle avec, le sujet, qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'impression 3D, c'est l'utilisation des technologies de fabrication additive. Quels sont finalement les apports de ces technologies pour essayer de répondre à tous ces enjeux que tu viens de citer? Alors, déjà, quand on parle voilà, de la partie éco-conception, qui est une demande à la fois du consommateur, mais de toute façon qui est un besoin général et qui va d'ailleurs petit à petit être de plus en plus encadré légalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se targue d'être plus éco-responsable dans notre conception que d'autres. C'est un argument. Demain, ça ne le sera pas, ce sera une obligation. Et à ça, l'impression 3D, en fait, est un excellent élément de réponse, la fabrication additive, parce que d'abord, comme son nom l'indique, on ajoute en fait du matériau. En gros, on empile du matériau dont on a besoin finalement. Et on va utiliser uniquement ou quasiment uniquement le matériau dont on a besoin pour concevoir le produit. À l'inverse d'une technologie soustractive, on vient retirer de la matière. En lunettes, un matériau qui est très utilisé, c'est l'acétate. On vient découper dans une feuille. Bon, vous imaginez découper une paire de lunettes dans une feuille, finalement, vous jetez 80% de la matière. 80% donc qui part et qui est mal recyclé encore, et qui a surtout un niveau de recyclage très limité. Si on peut le recycler une fois, mais 2 fois déjà, c'est plus utilisable. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'aussi, on a la capacité de produire à l'unité ou dans un batch, de produire des produits qui sont tous différents les uns des autres. Et donc ça répond aussi à la demande d'hyper-individualisation aujourd'hui qu'on rencontre, et principalement sur ce produit lunettes, où, comme je le disais, c'est
ce produit il devrait être unique, en fait. Il devrait vraiment fitter parfaitement à son utilisateur, au porteur. Comme tous les porteurs sont différents, tous les produits, en théorie, devraient être différents. L'apport encore, et qui rejoint aussi cette partie un peu éco-conçue, c'est on sait que, par exemple, en lunettes, vous avez une très grande quantité de lunettes encore qui sont fabriquées en Asie, avec un coût, une empreinte carbone extrêmement importante, alors déjà sur la production, mais aussi et surtout sur le transport. Parce que c'est des produits voilà, qu'on est obligé d'importer loin. Donc, vous avez soit par bateau, soit même parfois par avion, pour des raisons de livraison un peu plus rapide. Et donc, l'empreinte carbone est énorme. Et la fabrication additive va permettre de totalement relocaliser en fait, la production, petite unité et grosse unité. Et ça, c'est un vrai apport. C'est-à-dire que finalement, c'est une pour moi, c'est une révolution industrielle. Le fait qu'on puisse utiliser la fabrication additive maintenant pour de la production, y compris à grande échelle, et locale. Voilà. L'ultra-personnalisation, j'en ai parlé, effectivement, hein, ça c'est un point, je pense, très, très important dans la demande consommateur. Et enfin, l'optimisation fonctionnelle, parce que c'est vrai que pour un créatif, pour un designer, évidemment, il y a des limitations, hein, on ne peut pas tout faire, mais comparativement à des méthodes de production traditionnelles, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités. Et donc, ça ouvre vraiment la créativité, ça permet d'aller améliorer de la fonction, de l'optimiser, d'intégrer un certain nombre de choses à l'intérieur du produit en lui-même, hein, intégrer l'électronique par exemple, et puis d'aller chercher des formes qu'on n'avait pas vues jusque-là. Donc, voilà, au niveau créatif, ça ouvre C'est inspirant. énormément de possibilités. C'est inspirant. Exactement. Donc du coup, de cette approche-là, des apports un peu effectivement théoriques, tu es passé à la pratique déjà depuis quelque temps sur l'impression 3D et tu acceptes aujourd'hui de nous montrer un peu plus, on est rentré un peu dans les ateliers, dans les zones de production, pour comprendre, comment tu as utilisé l'impression 3D avec un retour d'expérience. Donc on a essayé de sélectionner certains projets, parce que je sais que tu travailles, sur une diversité de projets, de design et de production. Le premier qu'on a choisi, c'est de parler de la technologie SLA avec, différentes approches. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous reparler un peu de l'historique de comment tu as utilisé ces technologies et comment, tu es arrivé à cet exemple qu'on va présenter de monture personnalisée? Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour expliquer pourquoi la technologie SLA, je vais parler de mon expérience en amont sur la technologie FDM, qui est la technologie finalement qui est la plus connue, notamment par le particulier, puisqu'il y a même des particuliers qui s'équipent en fait, hein, de ces imprimantes qu'on trouve maintenant à bas coût, qui sont super intéressantes parce que on peut imprimer de manière extrêmement simple un produit. Mais par contre, le produit lunettes, c'est quand même un produit qui est extrêmement complexe dans ses volumes. C'est un petit produit, hein, ça paraît assez basique, mais en fait, vous n'avez que des courbes. Quasiment, il n'y a pas de surface totalement plane sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, la technique de dépôt de fil permettait en lunettes de, on va dire, valider grossièrement des volumes, une esthétique, mais par contre, pour tester des assemblages fins, pour avoir vraiment une idée d'un produit fini, ça ne nous permettait pas d'aller jusque-là. Et donc, on s'est équipé de la technologie SLA en interne pour deux axes. Le premier axe était vraiment le prototypage, mais le prototypage jusqu'à la validation vraiment réelle de notre conception qui nous permettait derrière de passer parfois sur d'autres modes de production pour nous et pour nos clients. Et en fait, on s'en est d'ailleurs énormément servi pour nos clients, notamment pour valider des assemblages fins de lunettes connectées parce que on travaille sur des objets qui sont extrêmement complexes sur les méthodes d'assemblage, sur la manière d'intégrer l'électronique à l'intérieur, parce que l'espace est assez contraint. Et donc, ça nous a vraiment permis de faire des mock-ups, de faire parfois on va dire des petites pré-séries pour nos clients avant qu'ils puissent passer sur des technologies qui sont des technologies plus adaptées au volume, telles que le SLS dont on parlera tout à l'heure. Et puis, nous, de notre côté aussi, on a assez rapidement identifié cette technologie comme nous permettant de produire en fait localement, directement, des produits qu'on pourrait vendre aux porteurs en fait, à la demande. Et donc là, sur différents niveaux, des pièces
un peu exceptionnelles parfois, mais dont on sait qu'on va en imprimer qu'une, par exemple, ou deux. Donc là, la technologie SLA, elle est très adaptée. Bon, il faut savoir qu'elle demande un peu de mise en œuvre dessus, manuelle notamment. Donc, mais par contre, la finesse du produit qu'on obtient, est excellente. Et ça nous permet donc de l'autre côté aussi de pouvoir produire des pièces qui sont pour le coup des pièces très abordables quand on les vend en direct au porteur. Donc, ce qui était le cas dans notre showroom, l'idée, c'est de vendre en fait au consommateur et donc de pouvoir lui produire une paire de lunettes parfois qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le 100% santé, donc un produit qui doit être intégralement remboursé. Aujourd'hui, les opticiens, pour répondre à cette demande, eh ben, finalement, le seul biais qu'ils ont, c'est d'acheter des lunettes en Chine. Ce qui est totalement absurde parce que on tue finalement l'opportunité d'un marché français de producteurs. Et puis en plus, on a une empreinte carbone, comme je disais, qui est absolument désastreuse avec des produits qui sont vraiment des produits bas de gamme. Là, ça permet de prendre finalement cette contrainte ou cette nécessité par un autre bout et de pouvoir produire en local finalement ce qu'on va vendre aux clients. Et ce qui est assez intéressant, ce qui pour moi est quelque chose d'important, c'est que aussi on ramène par ces technologies, par un biais qui est finalement très technologique, on ramène le savoir-faire traditionnel de l'opticien lunetier. C'est-à-dire qu'en France, c'est un opticien lunetier. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une partie de savoir-faire lunetier qui aujourd'hui a disparu. Et ça permet, ces outils en fait permettent à l'opticien de se réapproprier un savoir-faire initial. Il va avoir à mettre en œuvre un savoir-faire manuel parce qu'il y a des supports, il va falloir les retirer, il va falloir polir un peu la pièce, mais c'est à la portée en fait de n'importe quel opticien lunetier de pouvoir faire ces opérations puisque normalement ça fait partie de sa formation initiale. Voilà. Ouais, très, très intéressant en tout cas cette vision un peu globale de la technologie donc résine, jusqu'à effectivement, on sort un peu des frontières, on va dire identifiées peut-être du prototypage, historiquement, pour aller jusqu'à un produit là personnalisé, fini, et fonctionnel, pour le patient, pour le client. Du coup, on a eu l'occasion donc de travailler ensemble et tu as fait appel à F3Dev pour pouvoir intégrer, ces technologies-là dans le concept store, que tu as ouvert, pour vraiment faire la preuve de concept de cette marque et la possibilité de produire avec l'impression 3D. Donc, là, qu'est-ce qui a été choisi? C'était effectivement, une Form 3, qui est un produit, qui est le produit, phare de la marque, Formlabs avec, ce que tu disais, toute la partie un peu, de post-traitement qui est nécessaire. Donc on avait fait, là on avait aussi sélectionné des résines qui sont adaptées aussi à l'application finale, de la lunette. Donc, on peut mentionner, donc la résine TOF 1500 qui a des caractéristiques mécaniques assez intéressantes, aussi de capacité à prendre un petit peu de souplesse tout en restant, structurante et jusqu'à utiliser, toute la partie de post-traitement, voire d'appliquer un vernis, une peinture, pour amener un petit peu la touche complémentaire. On a eu, effectivement aussi l'occasion de pouvoir tester, des résines, dites Biomed. Donc là, c'était une gamme justement qu'on a aperçue sur le projet que tu as présenté avec, la possibilité d'avoir des produits transparents, mais aussi, de là où on avait la possibilité d'avoir du skin contact avec la TOF 1500. Là, on est carrément sur une résine qui est utilisée dans le dispositif médical, donc adaptée aussi, dans ce cadre-là. Du coup, peut-être Thibaut, je sais que, Formlabs développe beaucoup de matériaux. Là, on en a choisi quelques-uns dans les cas d'application de Sébastien. Qu'est-ce qui se trame un petit peu, chez Formlabs en termes de nouveaux matériaux, dans ce secteur précisément? C'est une question tricky. Tu demandes devant tout le monde que je te souhaite, je te partage des secrets. Alors, Ah bah oui, on tu veut des tips, on veut des nouveautés. bien sûr, bien sûr. Là, on vient juste de lancer un matériau. Donc, tu t'en as parlé, Biomed Clear, donc la lunette. Tu me confirmes, Sébastien, on est sur un dispositif médical. Donc, il y a toujours cet aspect de skin contact, même s'il y a des composants qui vont être en contact permanent avec la peau, comme ce sont, si je ne me trompe pas, les parties qui sont sur le nez ou sur je dis les bretelles, mais sur les branches. Donc, il y a également ces parties, on va dire, un peu, voilà, qui font le contact entre le matériau et la lunette. Effectivement, on part sur des résines qui sont plutôt biocompatibles. Donc, tu as fait le choix de partir sur un TOF 1500 à la base, qui est une résine standard qui, elle, est skin safe. Mais récemment, dans la lignée des matériaux biocompatibles, on a lancé un nouveau matériau il n'y a pas plus de 10 jours
qui s'appelle Biomètre Durable, qui vient en fait compléter la ligne existante de ces résines, avec une particularité, c'est qu'elle est résistante au choc. Donc à la base, elle est développée pour des modèles anatomiques ou des dispositifs médicaux qui vont requérir en bloc opératoire ou à l'hôpital des manipulations parfois, on dit violentes, hein, il faut taper avec un burin, il faut bouger. Donc là, oui, on développe en permanence des résines qui viennent compléter la gamme existante pour couvrir un scope plus important d'application. Il faut savoir que c'est grâce à des personnes comme Sébastien qui ont des besoins très spécifiques qu'on pense et qu'on développe nos matériaux. Donc Formlab, c'est une marque, juste pour faire une parenthèse, qui est sur le marché depuis 2012. On a démocratisé l'accès à 7 technos type SLA. On sait qu'on a fait du bon travail parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence. Donc, on ne s'est pas trompé, on a fait un bon pari, on est parti dans la bonne direction. Et en fait, il n'y a pas que les équipements, il y a également les résines. Et donc, on ne développe pas que des résines médicales, on développe également un scope important de matériaux pour l'ingénierie. Donc, ça nous permet en fait de tester, d'être en contact avec plein de sociétés. Donc là, actuellement, c'est ce matériau-là. Je ne vous cache pas qu'il y a d'autres matériaux qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Malheureusement, je ne peux pas Ah je peux mince. pas vous Bon, bah, divulguer, mince, on c'est te dommage. réinvitera pour ça. Et j'en profite Bah, effectivement pour vous dire que les matériaux qu'on cite, on vous invitera en fin de webinaire si vous souhaitez recevoir, des matériaux ou faire des tests dessus, pour, pouvoir, les utiliser dans le cadre de vos applications. en Peut-être, tout cas en tout cas, juste un point, si vous avez besoin, des personnes de Regard de ont besoin de faire des tests sur ce type de matériaux, sur le site de Formlabs ou sur ton site, hein, Florian, vous pouvez également récupérer les fiches techniques, les fiches de sécurité de tous nos matériaux. Ça, c'est aussi une garantie de notre société, c'est qu'on fait des tests cliniques, on approuve les matériaux, et c'est grâce également à des personnes comme Sébastien et son entreprise qui testent les matériaux en amont qu'on peut lancer ces matériaux sur le marché. Pas, c'est plus rocket scientist. À ce jour, là, on travaille vraiment sur des produits qui sont importants avec un impact réel sur la vie des personnes qui l'utilisent. Parfait, merci pour ces précisions, Thibaut. Alors on avait fait aussi un live, il y a quelques semaines en arrière, pour parler de la possibilité de produire. Donc là, on est en plein dedans. On imagine des montures qui peuvent être produits en magasin. Alors, une petite nouveauté aussi, pas des moindres. Thibaut, est-ce que tu peux nous parler de Automation System qui va permettre d'aller encore un peu plus loin dans la production? Bien sûr, alors on vient récemment de lancer, récemment c'est cette année, en début d'année, là au CES de Las Vegas, on a présenté cette extension de notre équipement, donc Form 3 et Form 3B, également Form 3 Plus et Form 3B+, qui vient transformer une station d'impression 3D en un véritable robot, système de production. Il faut savoir que ce système, donc on appelle Form Auto, est cadencé par deux autres applications, une partie software et une partie consommable. Donc un software qui va permettre à l'utilisateur de lancer en batterie ses travaux d'impression. Donc là, en l'occurrence, plus besoin de faire d'intervention, d'aller sur la machine, de primer, hein, donc de préparer virtuellement l'imprimante pour assurer à l'utilisateur que l'imprimante est prête à utiliser. Aussitôt qu'un travail est terminé, le software va informer la machine, donc en l'occurrence ici, pardon, la forme auto, qu'elle est libre et qu'elle peut rembrayer. Et on a également annoncé le High Volume Resin, qui est donc un système de cartouche de 5 litres. Et naturellement, si on veut travailler en continu, il faut également fournir l'équipement, le besoin en résine nécessaire pour pouvoir produire. Donc, la forme auto, c'est ce système. Donc là, on voit sur la vidéo en haut à droite l'imprimante qui est ouverte. Et la forme auto, ça va être ce système mécanique sur lequel on va venir installer l'imprimante et qui va vraiment faire ce streamline entre l'impression 3D et la production, avec un atout majeur, limiter l'interaction humaine, car en fait, là, on passe 80% de son temps sur une imprimante. C'est pas imprimer, c'est enlever des plis du plateau, c'est changer la résine, c'est nettoyer pour lancer notre impression. Donc, on limite vraiment l'interaction humaine et puis on donne une plus grande tranquillité puisqu'on peut travailler à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai plus besoin d'être présent pour travailler avec mon imprimante, tout simplement je lance et l'imprimante, le software fait le reste derrière. C'est un nouveau compagnon, intéressant. Sébastien, qu'est-ce que ça t'inspire du coup, cette possibilité d'automatiser la production d'impression 3D? Mais en fait, ça répond à une vraie limitation. C'est-à-dire que, globalement, nous, sur les imprimantes, on imprimait, dans la nuit, on va dire, entre 1 et 2 montures, pas plus que ça, ou dans la journée, mais en tout cas, on était limité. C'est vrai que pour un magasin qui voudrait, par exemple, vendre exclusivement les produits qu'il fabriquerait,
ça peut être limitant. Là, du coup, on n'a plus de limitation, c'est-à-dire que le flow se fait de manière continue. Effectivement, on ne perd pas de temps à libérer la pièce du plateau. Enfin, tout se fait de manière automatique. Ça ouvre une capacité très, très différente, en fait. Et du coup, ça peut intéresser peut-être vraiment plus de magasins, voire des petites unités de production lunetière qui vendraient aux opticiens, hein. On rentre dans ce cadre-là. OK, très bien. Alors du coup, là, on va attaquer un nouveau retour d'expérience qui m'a particulièrement bluffé. Là, on rentre dans un domaine qui touche à la fois la technique et l'artistique. Donc, Sébastien, tu as mené aussi des expériences, en tout cas des applications avec les produits, Formlabs. Alors là, est-ce que tu peux nous parler de ça, cette exposition Human Expansion? C'est assez incroyable visuellement. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le storytelling? Comment tu en es venu là? Oh, non, en fait, comme, comme je le disais, moi, les outils 3D font partie enfin, c'est vraiment ma trousse à outils initiale, hein, de conception. Je raisonne vraiment en volume et à un moment dans ma carrière, j'adore me faire des nœuds intellectuels pour trouver des solutions à un cahier des charges, mais de temps en temps, ça fait du bien de travailler sans cahier des charges, c'est-à-dire vraiment de manière créativement totalement libre. Et j'ai eu envie de parler de mes obsessions qui sont très liées aux choix qu'on fait dans la vie et enfin, l'ensemble des choix, des chemins auxquels on a à faire face tout au long de notre vie qui nous caractérisent. Et donc, j'ai commencé en août dernier à travailler sur des sculptures. J'ai utilisé l'impression 3D comme, on va dire, comme substrat de base pour ce faire. Cette exposition-là donc, a eu lieu au Ritz. Derrière, maintenant, la pièce est exposée chez Meyerowitz, Place Vendôme. Et l'idée, c'était de faire rejoindre mes deux univers avec des pièces, donc deux pièces exceptionnelles. Donc, la tête en elle-même et la stèle, c'est une œuvre complète. Donc, travailler donc, sur base d'impression 3D avec une résine que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est juste magnifique, en fait. Moi, je la trouve absolument fascinante. La Dica qui ressemble c'est un hybride entre de la résine, du verre, de la céramique. Et c'est vraiment un matériau qui est extrêmement agréable à travailler, qui est extrêmement fragile aussi quand on le travaille sur des très fines sections et donc qui oblige à vraiment être à ce qu'on fait, voilà, pour la préparer. Et en combinant ça avec une paire de lunettes qui est une paire de lunettes pareil qui est exceptionnelle. Bon, celle-ci, elle est très particulière parce qu'elle est imprimée en une pièce en titane sur des volumes qui sont infaisables autrement qu'en impression 3D. J'ai également des versions en SLA et SLS de cette paire de lunettes. Voilà. Donc, c'est vrai que l'impression 3D permet vraiment de faire des produits vraiment exceptionnels pour le coup, sur des pièces uniques qui sont à la frontière de l'art et du design. Ah, Alors oui, en effet, Sébastien, là, tu as vraiment sublimé l'utilisation de cette résine Dica, donc qu'on connaît bien, dans d'autres domaines d'activité qu'on présentera juste après, mais plutôt très technique, très résistant. Là, tu as complètement, bouleversé les frontières justement de l'utilisation de l'impression 3D. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire aussi davantage sur, quel marché ça peut ouvrir dans le domaine de la lunette? De pouvoir finalement, faire ce type de collaboration finalement artistique et technique? en fait, comme je le disais, c'est vrai que l'impression 3D libère la créativité, parce que les limites de production sont repoussées extrêmement loin. Et donc, effectivement, ça permet aussi de travailler en collaboration avec des artistes beaucoup plus facilement parce que en fait, les idées les plus folles, elles peuvent être matérialisées grâce à cet outil-là. Typiquement, la tête que vous voyez là, elle est impossible à caster, elle est impossible
à couler, donc à couler en bronze, elle est impossible à faire en céramique. En fait, évidemment à usiner. C'est vraiment la technologie qui a permis d'aller jusque-là et on est en collaboration avec d'autres artistes qui ont d'autres idées et encore une fois, l'impression 3D nous permet d'aller vraiment chercher, d'aller au bout, vraiment au bout de l'idée. Et ça permet en fait de toucher finalement un spectre extrêmement large de clients parce que quand on parle de pièces uniques telles que celle-ci, on est sur des pièces qui sont des pièces un peu exceptionnelles, donc qui vont s'adresser à une clientèle très, très pointue, très particulière. Et vous avez de l'autre côté du spectre la possibilité de servir aussi les marchés les plus modestes. Pareil, mais sur les mêmes contraintes, c'est-à-dire possibilité de faire un produit qui soit un produit unique, etc. Moi, c'est vraiment ce que je trouve fascinant parce que ce qui est parfois très frustrant, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est quand l'innovation, en fait, elle est segmentante en termes de clientèle et notamment par le pouvoir d'achat. Et parfois, c'est très frustrant de ne pas pouvoir amener certaines innovations auprès de tout un chacun, surtout quand il s'agit d'un produit tel que la lunette qui concerne tout le monde. Dire la vision, c'est probablement le sens le plus précieux qu'on ait aujourd'hui parce que, comme je le disais, les sollicitations visuelles dans notre époque actuelle, elles sont énormes. Et donc, c'est important qu'on puisse percevoir le monde finement. Et quand on est capable d'innover, si on peut l'amener à tout le monde, ça me semble être une bonne mission. Voilà. C'est le grand écart effectivement d'application, en tout cas, on se régale, de voir ces créations. C'est vrai qu'on voit aussi des formes complètement inspirées aussi. On pourrait faire un parallèle avec le design génératif, hein, cette possibilité d'aller, s'inspirer du biomimétisme, des formes très complexes aussi, avec, la touche artistique, mais aussi potentiellement la démarche, accompagnée avec l'intelligence, artificielle. tout à fait. Alors là, c'est des choses, moi, enfin, pour le coup, l'idée n'est pas pour ces pièces, et justement vraiment que ce soit de l'humain pur, mais en génératif, on peut faire des choses qui sont absolument extraordinaires fonctionnellement. C'est pareil, ça ouvre, enfin, l'intelligence artificielle va combiner à l'impression 3D, va amener en fait à réellement optimiser au maximum des pièces. Et je pense que formellement, on risque d'être très surpris, mais fonctionnellement, on risque de pouvoir aller, enfin, voilà, d'être capable d'aller chercher des fonctions qu'on ne pouvait pas avant et avec juste le minimum de matière dont on a besoin, ce qui répond totalement aux enjeux de l'époque. Donc, c'est petit aparté. C'est séduisant, en effet. Du coup, alors, tu nous as permis de rentrer un peu quand même dans les coulisses parce que c'est vrai que là, tu as une démarche complète technique artistique. Alors comment ça a été mis en œuvre? On l'a évoqué, alors toujours avec les mêmes équipements, que tu as utilisés pour faire des montures, mais là en utilisant les équipements Forme 3. La fameuse résine Dica, en fait, qui est une résine chargée en céramique, où on aperçoit, dans l'œuvre cette patine que tu as réussi à obtenir, proche presque du travail de la pierre. Excuse-moi, petite correction, la Dika en fait n'est pas chargée en céramique, elle ressemble à la céramique, elle est chargée en poudre de verre. Si, du Merci verre. pour cette précision. C'est vrai qu'il y a un aspect qui ressemble, mais heureusement que le fabricant est là pour nous rappeler à l'ordre. Donc cette résine technique qui, là, a été, aussi utilisée à des fins créatives. Tu as utilisé aussi, toute la partie finition que tu as, passée rapidement, mais j'imagine qu'il y a aussi un temps, humain, très important, pour maîtriser cette forme complexe et une finition, un polissage, j'imagine aussi, de cette œuvre. Et c'est ce qui fait partie du plaisir, en tout cas dans la démarche artistique, hein. Voilà, c'est effectivement, la pièce, elle sort pas comme ça, hein, ça c'est certain. Il y a beaucoup de supports qui sont enlevés, il y a beaucoup de polissage, voilà, on vient travailler la pièce à la main. Euh, mais voilà, oui, ça fait partie du plaisir de la démarche artistique. Alors certaines pièces étaient assez exceptionnelles et tu as aussi, fait appel à la technologie, Formlabs, mais, cette fois-ci avec la Forme 3+ qui a permis de pouvoir, aller encore, chercher d'autres dimensions, sur ce type d'œuvre. Du coup, je, vous propose de partir sur, une dernière, expérience sur la partie SLA et là, cette fois-ci, c'est une approche hybride, de l'impression 3D. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà, traité lors de précédents lives, pas forcément dans le domaine de la lunette. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était la démarche cette fois-ci? Donc là, c'est les mêmes matériaux, mais avec des applications complètement techniques puisque, le but était d'utiliser l'impression donc, 3D, résine pour faire des moules d'injection. Oui, c'est ça. Alors là, l'idée était très différente. En fait, là, on n'est pas, l'idée n'est pas de produire un produit vraiment unique, individuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est
on va dire en R&D chez nous, et on vous invitera un peu plus tard à venir découvrir le résultat. Mais en fait, l'idée là était d'utiliser donc un procédé de production classique dans la lunette depuis longtemps, qui est l'injection. Par contre, une injection manuelle sur base de matériaux recyclés, typiquement du PET, enfin de la bouteille d'eau que nos clients pourront emmener, qu'on broie et derrière qu'on utilise comme matière première pour injecter un objet. Les idées qu'on a, c'est une paire de lunettes, une face de lunettes par exemple, une partie d'étui ou un étui, des goodies, type un porte-lunettes ou ce genre de choses, mais toujours sur base d'éléments recyclés et à la main. Voilà. Et là, l'impression 3D, en fait, elle nous a servi effectivement à concevoir les moules parce que ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est pour travailler dans la lunette depuis assez longtemps. Et donc, j'ai fait pas mal de lunettes aussi injectées. Bon, il faut savoir qu'un moule acier classique, c'est entre 6 et 8 semaines d'usinage avant qu'il soit prêt, plus des réglages, etc. C'est très long. C'est un processus qui est très long. Quand le moule, il ne fonctionne pas bien et qu'il faut le refaire, vous reperdez le même temps. C'est un coût environnemental aussi qui est assez important. Et là, avec des résines techniques, donc la Dica, notamment, la même que celle que je vais utiliser pour mes sculptures, on a la possibilité en fait, d'imprimer nos moules. Et donc, vous avez une idée d'un produit que vous voulez, d'une certaine manière, un peu standardiser. On a la possibilité, en 24 heures, de pouvoir l'attester, de pouvoir itérer. Et ça, enfin, pour moi, c'était quelque chose d'assez unique et on voulait vraiment l'intégrer dans une démarche qui soit une démarche hyper éco-responsable, typiquement pour faire une deuxième paire, où je vous disais, une partie de lunettes qui pourrait être utile, mais vraiment sur base de recyclage. Et où tout le monde a des bouteilles d'eau chez soi, c'est quand vous venez acheter une paire de lunettes chez nous, vous venez avec votre bouteille et puis vous repartez avec un goodies qu'on vous aura façonné avec. L'idée, elle est là, donc c'est toujours en R&D. La mise en œuvre, elle est finalement assez simple. C'est une fois qu'on a compris les principes pour créer un moule, parce que qui dit moule dit démoulage, évidemment, donc il faut pouvoir démouler. Donc on pense un peu le produit de manière différente. Mais néanmoins, voilà, on peut itérer très vite, on peut améliorer. Et voilà, c'est encore d'autres possibilités offertes grâce à la fabrication additive. Du coup, pour rentrer un peu dans les coulisses, ce qu'on a vu, c'est ça, c'est l'utilisation toujours de la même machine écosystème, donc forme 3+, avec, une résine technique qui résiste donc à des températures, importantes, de manière à pouvoir injecter la matière directement. Là, pour l'expérience, on s'est appuyé sur le fabricant, donc Holymaker, qu'on distribue également avec, ces machines, donc un excellent combo, pour pouvoir, tester rapidement et avoir une presse, pour le coup, énergie plus que verte, hein, énergie, humaine, qui va permettre de pouvoir, à côté du lab de vos imprimantes, de pouvoir tester des matériaux recyclés, des granulés, ou des pelés, issus de filières de revalorisation, par exemple, et de pouvoir, mettre en œuvre les projets rapidement. Du coup, je vous propose, on a fait un petit peu le teaser, mais de vous donner rendez-vous, un save the date, donc en septembre à la rentrée, pour pouvoir vous présenter les résultats des lunettes injectées, qui seront présentées lors du SILMO, donc qui est un des plus gros le salon le plus important, dans le domaine de la lunette, où on peut voir, tous les fabricants, toutes les tendances. Donc on te retrouvera Sébastien, et on sera ensemble dans la partie donc innovation de ce salon. Je vous propose de, terminer, sur, un autre regard, une autre technologie et là, aussi, orientée sur de la production, donc une autre expérience en complémentaire. Est-ce que tu peux nous dire comment qu'est-ce que tu as mis en place sur la partie technologie CS et pourquoi cette technologie? Alors, finalement, ça a été un peu le prolongement de notre réflexion qui était de pouvoir produire et vendre, donc distribuer de manière à l'unité et également sur des petites séries à des distributeurs, donc une collection de lunettes. Mais une collection de lunettes hyper personnalisable. Et quand je dis hyper personnalisable, la collection initiale de Jam Vision, c'est plus de 300 000 possibilités, donc c'est assez énorme. Et donc de pouvoir répondre à cette problématique à la fois
d'hyper-personnalisation, d'individualisation et en même temps de volume potentiellement important et donc de la répétabilité. On s'est tourné vers le frittage de poudre, le SLS, en PA12 et PA11 pour pouvoir offrir nos produits. Et l'immense avantage qu'on a avec ces produits-là, c'est, comme je le disais, d'une part, c'est la répétabilité. C'est quand même un point qui est très important, hein. C'est vrai que sur une technologie SLA, on a un certain nombre de mises en œuvre et sur lesquelles on peut parfois obtenir des légères différences dues notamment à la manière de post-traiter le produit côté humain, hein. Là, on limite ce post-traitement et donc on a des pièces qui sont effectivement toujours les mêmes quand elles sortent, avec une facilité entre guillemets de mise en œuvre. Il n'y a pas de support, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, on a une pièce brute et derrière, on a un processus de finition qui consiste à polir en fait la pièce avec des principes de tribofinition et puis la teindre voilà, dans la bonne couleur. Mais avec des processus assez maîtrisés, on est capable de faire de la pièce unique à la moyenne série, hein, puisqu'il y a des séries qu'on a produites en plusieurs centaines de pièces. Donc toujours la même et avec une constance de qualité qui était là. Donc c'est pour ça qu'on s'est porté sur cette technologie. Effectivement, les produits en plus sont hyper résistants. Enfin, c'est du nylon ou sur base ricin et mécaniquement on a un produit qui est hyper intéressant parce qu'il répond vraiment à l'ensemble des contraintes de la lunette. On n'a pas de fragilité du tout. On est capable de travailler des murs extrêmement fins et toutefois résistants. Enfin, c'est vraiment une technologie qui à mon avis, va encore, enfin, parce que là, on voit un peu sur les quelques photos que tu as prises en illustration, on a des recherches formelles et notamment sur les 3 bulettes que tu as. On a des parois qui sont extrêmement fines. On va chercher le minimum de matériaux et pour avoir une résistance qui est une résistance équivalente à une paire de lunettes classique. Je pense qu'on n'en est qu'au début, hein, de ce qu'on va pouvoir aller chercher, notamment grâce à l'optimisation topo. Où là, grâce à l'intelligence artificielle, parce que là, c'est tous ces volumes, tout ça est dessiné à la main. Et donc, quelque part, c'est le savoir-faire, l'expérience, c'est empirique. Quand on va commencer à y mettre de l'intelligence artificielle, on va vraiment pouvoir aller chercher les limites en fonction de la résistance qu'on veut avoir. Et voilà, ça devrait ouvrir un potentiel formel encore plus important. J'en profite, du coup, c'est un sujet, le design génératif, qui sera, mis à l'honneur, sur nos prochains lives, notamment, sur cette fin d'année 2023 avec un live dédié au design génératif. Donc si vous êtes curieux de voir comment ça fonctionne et d'autres retours d'expérience, Sébastien, on s'y retrouvera, j'en suis sûr. Donc ça sera le 14 décembre. Donc surveillez les réseaux pour avoir les infos. Du coup, cette preuve de concept que tu as fait autour de la technologie SLS, tu l'as d'abord abordée en sous-traitance et aujourd'hui donc, c'est un sujet sur lequel on travaille ensemble. C'est de pouvoir imaginer, cette fois-ci de pouvoir, produire, concrètement avec la même démarche que la technologie SLA en local. Donc là, c'est la chance qu'il y a, aussi Formlabs a développé, une technologie, SLS avec la Fuse One Plus, qui est déjà, un best-seller puisque c'est un produit qui vient aussi démocratiser cette technologie SLS, la rendre beaucoup plus, accessible à la fois, techniquement, mais aussi en termes d'expérience utilisateur. Donc quelle est pour toi en fait, la prolongation de cette réflexion sur le SLS et la possibilité d'intégrer, ces procédés, au plus proche? Alors effectivement, Formlabs, une fois de plus, j'ai envie de dire, hein, je ne sais pas pour brosser la société dans le sens du poil, mais c'est vraiment une société qui, selon moi, a toujours une démarche vraiment d'innovation et rendre abordable, alors que ce soit en termes de dimension, en termes de design et surtout d'expérience, en fait, d'expérience utilisateur, l'impression 3D la plus simple possible. Et c'est vrai que, évidemment, on se pose la question quand on travaille en sous-traitance, à un moment, est-ce qu'on est capable d'intégrer la technologie chez nous pour être plus réactif, plus flexible, voilà, les questions de délai pour pouvoir les réduire et les réduire un petit peu, puis surtout mettre nos propres contraintes sur la production, notamment sur la partie colo. Et donc, intégrer la technologie SLS, oui, évidemment, la question elle s'est posée, mais par contre, intégrer
des machines qui sont aujourd'hui des machines, en général, qui sont quand même extrêmement complexes. Il y a beaucoup d'opérations. Enfin, on rentre déjà dans un cadre qui est déjà un cadre vraiment industriel. Là, l'avantage de la Fuse, c'est que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable pour une structure telle que la nôtre, où en fait la mise en œuvre, enfin l'expérience, vraiment l'expérience d'impression, elle est simplifiée au maximum. Et ça, du coup, pour moi, c'est un game changer, sans compter le prix de la solution qui est en plus extrêmement abordable par rapport à des solutions qui sont des solutions plus classiques qu'on peut trouver aujourd'hui du côté industriel. Disons que l'amortissement de la machine, il devient envisageable. Du coup, on peut se dire, bah, tiens, peut-être qu'effectivement, moi, en tant que lunetier, j'ai la possibilité d'intégrer cette technologie. Elle a une capacité qui est suffisante pour faire de la moyenne série déjà. Voilà, s'il faut augmenter les volumes, on a tout à fait la possibilité de doubler la machine, comme ça se fait d'ailleurs dans des grosses unités de production. Mais en tout cas, ça nous permet déjà de répondre à nos besoins et on a la possibilité de l'intégrer. Voilà, d'où la réflexion du moment. Bah, écoute, étape à suivre. En tout cas, merci pour ce suivi et de présentation de la technologie SLS. Je vous ai partagé quelques éléments aussi pour, bien comprendre que là, la logique est vraiment différente avec cette technologie Fuse, où on va être dans une logique de volume, de pouvoir, en fait, faire de l'amalgame, mettre plusieurs pièces dans un même bac d'impression, même, qu'elles soient identiques ou, répondant à de multiples montures ou pièces, permettant, l'activité. Donc là, on se rend effectivement compte que, on a, un encombrement qui permet déjà de pouvoir travailler, quelques montures, et d'être réactif tout en restant, dans une logique de personnalisation, également. Du coup Si je oui, peux, bien excuse-moi, sûr. si je peux rajouter un point sur la slide précédente. Heu, une particularité, étant parlé en début de présentation, toute cette partie, on va dire, éco-responsable, la technologie SLS, un plus, c'est qu'il y a une forte, partie de la poudre qui peut être recyclée, donc réutilisée. Donc là, on rentre, clairement dans cette logique, d'éco-responsabilité. On ne jette pas le consommable. Ensuite, on est sur un modèle qui est, petit, extrêmement plat, donc on peut optimiser, le packing. Là, tu nous as fait un nesting aussi qui est joli, puisqu'on voit très, très bien les lunettes. Mais en réalité, si Sébastien voulait faire de la production vraiment, accrue, il pourrait réorienter, le placement de ses lunettes dans ce bac de production, optimiser davantage, les poudres, qui sont donc, fusionnées pour avoir le minimum possible de pertes et donc faire de la production quasiment, alors je vais pas dire le terme c'est pas flux tendu, mais production avec zéro poudre, perdue, puisqu'en fait, le taux de qu'on appelle nous de packing serait supérieur à la quantité de poudre utilisée. Donc ça, c'est beaucoup plus technique, je suis désolé. Je sors du spectre, vulgarisation, mais donc ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu fais de la prod, en pensant à ton impact de production pour ne pas gaspiller de matériaux. Donc on va quand même assez loin dans l'idée d'être rentable. Voilà, je voulais faire, ce petit point. Je me tais. Non, mais merci, merci Thibaut. C'est vrai que, la stratégie, est complètement différente avec ce qu'on appelle le nesting et de pouvoir, être au plus juste en termes d'utilisation de matériaux et du coup, pouvoir produire différentes pièces, en même temps. Du coup, en termes de mise en œuvre, donc là, on rentre un peu dans les coulisses encore une fois, mais l'idée c'est que ce soit, concret, pour ceux qui nous regardent. Donc, une unité de production, qu'on voit la Fuse dans lequel on a, une zone, un bac, qu'on a aperçu, lors de l'image de nesting qui va en fait accueillir la poudre et qui va être fusionnée. Donc seules, les parties, qui sont nécessaires vont être fusionnées et la poudre va servir de structure, ce qui ouvre ce qu'on a aperçu dans les magnifiques designs de lunettes que tu nous as présentés, des formes complexes, qui sont là auto-portées par la poudre. On travaille avec des matériaux comme le PA11, PA12, mais il y a aussi d'autres matériaux qui sont disponibles. On a présenté lors dernier live, notamment tout ce qui va être TPU pour des matériaux flexibles, ou des matériaux chargés. Alors là, je vous montre quelques éléments aussi, mais c'est important de comprendre que, sortie de production, on a une pièce qui est brute, qui peut être simplement sablée, ou tribo-finie ou traitée avec, une peinture, une métallisation. Ces technologies s'y prêtent très bien. Du coup, pour le mot de la fin, Sébastien, on est bien dans le timing, on va terminer ce live. Est-ce que tu aurais, quelques recommandations à donner à ceux qui souhaitent, se lancer, après avoir vu ça ou par d'autres expériences, dans le domaine de l'impression 3D?
Déjà, je pense que le 1er élément, c'est caractériser son besoin et savoir à quel endroit de la chaîne on se situe, entre le créatif et en gros le producteur, et distributeur. C'est vraiment, poser son besoin, savoir si, le besoin, c'est un besoin vraiment de production, purement à l'unité ou, d'envisager éventuellement de la petite série. C'est vrai que la solution envisagée ne sera pas nécessairement la même, hein, on l'a vu. Moi, je peux vous parler de mon expérience que je trouve assez fascinant, c'est que finalement, on vient totalement, tendre, le parcours entre, le créatif, hein, le designer et le producteur. C'est-à-dire que demain, on peut tout à fait imaginer qu'un designer, c'est ce qu'on a fait, donc c'est même pas l'imaginer, et puis on n'est pas les seuls, hein, on a une idée, on la matérialise, d'abord, au niveau digital et on la produit et on peut même la distribuer. Donc ça permet de raccourcir en fait, réellement d'abord le parcours, hein, les différents intermédiaires et aux plus créatifs d'entre nous de pouvoir imaginer mettre sur le marché directement ces idées. Donc ça me semble être un des biais super intéressants. Après ce qu'il faut enfin, du coup, ce que je disais, c'est savoir à quel endroit on se situe dans la chaîne. Bon, c'est, aussi, une fois qu'on a, ce matériel imprimé, c'est de se dire qu'est-ce qu'on imprime? Effectivement, on imprime un fichier et donc ce fichier, il faut l'avoir. Donc, on peut, se rapprocher, d'entreprises, de designers ou d'autres solutions qui pourront être d'ailleurs, je vous invite à venir les découvrir sur le Silmo, hein, de solutions, qui intègrent de l'intelligence artificielle, qui sont capables de générer, un fichier, prêt à imprimer. Donc se rapprocher de ces sociétés-là et là, dans ces cas-là, ça permet d'envisager une production locale sans nécessairement maîtriser l'aspect conception. Donc ça, c'est voilà. Et puis aussi, regarder ce qu'on est capable de mettre en œuvre en interne en termes de post-traitement. Est-ce que, on est capable de peindre, une paire de lunettes, donc à l'aérographe, comme ce que nous, on a pu, expérimenter, ou est-ce qu'on a plutôt envie, de les imprégner, dans un bain? Enfin, c'est qu'est-ce qu'on a envie de mettre en œuvre et à quel endroit on a envie de s'arrêter? Est-ce que c'est du proto? Est-ce que c'est du produit fini? Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'impression 3D, permet à des toutes petites entreprises comme à des grosses, de pouvoir réellement intégrer un savoir-faire de production. Et ça, et puis encore une fois, c'est que le début, hein. On voit que l'impression 3D, c'est vraiment un endroit où la technologie progresse énormément. Les matériaux, il y a régulièrement des nouveaux matériaux qui arrivent, qui ouvrent même des nouvelles possibilités. Et donc, ça me paraît être vraiment l'endroit où regarder, rester attentif et une intégration aujourd'hui au sein d'un magasin ou au sein d'un cabinet de design ou au sein même d'un distributeur, hein, qui voudrait produire localement quelques pièces, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Merci beaucoup Sébastien, pour ce retour d'expérience très riche. On en a pris plein les yeux et du coup, pour, résumer un petit peu et terminer, ce live, donc on a découvert donc, l'ensemble de la gamme Formlabs qui est que F3Def aujourd'hui distribue et accompagne, des porteurs de projets, des entreprises comme toi qui souhaitent, voir comment utiliser ces technologies, jusqu'où aller et dans les recommandations, moi je dirais qu'il faut tester. N'hésitez pas effectivement à tester, valider avec aussi, du soutien comme, les équipes, d'F3Def, peuvent le faire au quotidien. Mais également donc, s'appuyer sur le savoir-faire des fabricants et la Formlabs, on a mentionné quelques matériaux, mais c'est vraiment un travail de fond avec, des matériaux préqualifiés, qui sortent, régulièrement avec des applications nouvelles. Donc, là-dessus on peut aussi s'appuyer sur ce savoir-faire. Du coup, pour être accompagné au mieux, on a mis en place une offre de service aussi, c'est important, aussi terrain, de pouvoir vous accompagner, bien sûr en amont sur toute la phase de test et de validation, la faisabilité de vos projets, mais également la phase opérationnelle d'installation, mais aussi de formation, tant sur le design, comme tu disais, qui est très important de comprendre, les enjeux, la valeur ajoutée que peut apporter, l'impression 3D, les design guides associés aux technologies, jusqu'à effectivement un support, quotidien. Du coup, je vous donne rendez-vous, prochain rendez-vous, très rapide puisqu'on se retrouve en juillet. Donc si, tous ces sujets vous ont intéressé, vous souhaitez voir de manière concrète, l'ensemble des équipements Formlabs, venez nous rencontrer à Lyon à l'occasion du roadshow avec les équipes F3DF et Formlabs qui vous présenteront toute la gamme, que ce soit Fuse, Form 3, Form 3L, Automation System et l'ensemble des matériaux qu'on a évoqués. Venez échanger avec nous, on vous présentera tout ça de manière, très concrète. Vous pourrez aussi, manipuler et voir ces équipements, en état de fonctionnement.
Et bien sûr, pour le Silmo, en septembre, pour, découvrir tous ces projets autour de la lunette, et de l'impression 3D, mais pas que, puisque comme tu le disais Sébastien, c'est toute la chaîne numérique qui est aussi, en évolution. Si vous souhaitez en savoir davantage, tester les matériaux, envoyez-nous un petit message, on se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous envoyer, des matières ou, tester sur vos applications. Je vous propose de laisser un temps, pour les questions. On a un petit peu dépassé le temps, mais c'était passionnant et merci, merci encore, pour tous ces partages de projets. Je vous propose de prendre les questions, qui ont déjà été, posées, donc n'hésitez pas, Thibaut, Sébastien aussi à interagir sur cette phase-là. Beaucoup de questions sont arrivées. Hem, alors on a des questions côté, ouais, là, sur les résines, donc sur les résines, TOF 1500. Thibaut, est-ce que tu peux nous, en dire davantage sur cette résine? Donc elle est effectivement skin contact, mmh, c'est ça? Oui, alors exactement, donc je crois que c'est la question de Stéphane, hein, parce que je la regarde en simultané sur l'écran depuis tout à l'heure. Alors la particularité de la TOF 1500, c'est effectivement une résine que vous pouvez utiliser sur la forme 3 normale. Pas besoin d'avoir accès à la forme 3B ou la forme 3B+. À la base, c'est un matériau technique, donc c'était pas une résine biocompatible, c'est juste une résine qui est validée, skin contact. Donc pas besoin d'une, forme 3B ou 3B+ pour imprimer avec. Sachez qu'elle marche également sur la forme 2, si vous aviez une forme 2. En ce qui concerne le bac et le plateau, pas besoin d'un plateau spécifique. On est sur un plateau de production similaire à celui que vous retrouveriez dans une forme 3 normale, voire une bulle plateforme 2, hein, donc ce plateau qui est flexible. Et ensuite, oui, il vous faudra utiliser un bac naturellement spécifique pour la TOF 1500. Les utilisateurs de Formlabs, hein, vous le diront, c'est une résine, enfin, une famille de matériaux pour un bac. Oui, en effet, c'est cette résine donc qui est accessible finalement sur tous les produits, Formlabs, utilisant la résine et c'est une résine qui est très intéressante, assez, tant, mécaniquement que sur, les aspects un peu, là, comme on l'évoquait, pour le domaine d'activité, skin contact. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, pour les personnes qui se poseraient la question, en termes de plastique, c'est un matériau qui se rapproche du polypropylène. Très bien, merci pour cette précision. Alors on a pas mal de questions sur, pour alors c'est des questions ou des remarques, je sais pas, mais en tout cas pour, utiliser le moins de matière, il faut penser optimisation topologique. Oui, je pense que c'est un bon réflexe que, Sébastien, cette logique, elle est, j'imagine, sur de l'optimisation de matière. Il y a aussi peut-être aussi, l'aspect de style et artistique dans la démarche. Oui, c'est ça, c'est enfin moi, ce que j'ai pu voir, alors j'ai pas intégré des outils d'optimisation topologique. On a eu l'occasion d'en faire, pour des clients, mais via une prestation, externe. Nous, on a intégré, des outils tels que Rhinoceros, 3D en interne, donc pour la conception. De ce que j'ai vu en génératif, c'est que, effectivement, on a moins de on va dire que la forme est une résultante, pure. Donc il y a différentes possibilités, mais c'est vrai que, finalement, on intervient moins dessus. Moi, c'est vrai que j'aime intervenir sur mon produit. Pour autant, après, il y a, le savoir-faire, du créatif qui sait à quel endroit, la pièce doit avoir de la rigidité, à quel endroit elle doit être, flexible au contraire, et donc ça permet, avec un peu d'expérience, d'être capable d'optimiser les structures, sur les zones, sachant qu'effectivement, on est capable d'aller chercher des parois quand même assez fines sur des zones, par exemple, où on n'a pas besoin, d'avoir une grande résistance. Mais là, je vous le dis, c'est vraiment enfin là, c'est une histoire de savoir-faire et de volonté aussi de contrôle esthétique sur la pièce. Les lunettes, c'est quand même quelque chose qu'on porte sur le visage, qui viennent signer, vraiment une personnalité. C'est vrai que, on aime bien raconter aussi une histoire via le style, quelle qu'elle soit, hein. Elle peut être enfin, c'est un peu basique. On peut avoir envie de faire un produit qui est plutôt très discret, minimaliste, et cetera, ou on a envie peut-être d'affirmer certains traits. Et c'est vrai que, dans ce métier, j'aime à la fois le côté technique et le côté esthétique, donc j'aime garder le contrôle. Merci. Alors du coup, on a une question alors, très intéressante de Thomas, qui, pose une question ouverte, hein, de réflexion. Est-ce que vous pensez que lorsque la technologie SLA sera plus répétable, peut-être plus productive, les poudres auront toujours un intérêt?
ou le SLA deviendra la technologie principale sur le marché? Alors là, c'est une question qui est un peu vaste. Thibaut, peut-être tu as une idée là-dessus? Pas forcément une réponse toute établie, mais une piste de réflexion? Je pense que ma piste de réflexion, c'est et on le dit à chaque fois un peu plus tard que ce matin, quelqu'un m'a contacté pour un produit ou pour un développement sur un design et la première question qu'on doit se poser, c'est: quelle est l'utilité? À partir de savoir quelle est l'utilité et dans quelle façon on va s'en servir, on va pouvoir définir si c'est une technologie plutôt qu'une autre. Je pense qu'il y a pas une le SLA, est pas mieux ou moins bien qu'une autre technologie comme, le FDM ou d'autres techniques d'impression 3D. Tout simplement, il y a des technologies pour des applications spécifiques. Donc c'est vraiment, voilà, moi, mon approche, c'est ça va dépendre de l'utilité finale. À la preuve en est, Sébastien utilise soit le techno SLA pour une application, une approche assez, concrète qui peut être aussi bien proto on va dire, pièce d'utilité finale ou du SLS quand il décide de se lancer sur une autre approche de la prod. Mmh. C'est vrai qu'alors peut-être aussi pour alimenter un peu le débat, ça peut être aussi sur les matériaux parce que, bah, finalement la multiplicité des procédés dans la fabrication additive, on parle d'impression, silicone, on parle d'impression poudre plastique, de métal. Finalement, c'est aussi ce choix de matériaux qui va, aussi, alimenter la réflexion de: «Est-ce que c'est faisable?» Le projet que j'ai, le design que j'ai, quels matériaux je veux travailler et bah, de choisir dans le panel, des technologies, existantes. Alors c'est vrai, excuse-moi, effectivement, il y a aussi cette phase, c'est que sur des thermodurcissables, donc le SLA, on sera sur des matériaux thermodurcissables qui réagissent avec la lumière, alors que sur le thermoplastique, on est sur des matériaux qui réagissent avec la chaleur. Donc là aussi, un fait à considérer, c'est, dans l'application, est-ce que vos pièces seront brutes de coffrage? Est-ce qu'il y aura un post-traitement qui feront, qu'on aura une application différente? Donc il y a aussi cette partie à prendre en compte sur les matériaux. Alors, on a aussi une question, côté, donc SLS. Est-il possible d'avoir un produit teinté dans la masse et ne pas le peindre? Alors, plusieurs, j'imagine il y a plusieurs réponses à ça, peut-être d'expérience, Sébastien, sur, la teinte du SLS. Est-ce qu'on est En en heu, en dans cette en logique-là? SLS, donc il y a différents il y a différents, il y a différentes poudres, enfin, je crois enfin, vous corrigez-moi si je me trompe, hein, mais en tout cas sur la résultante, on arrive à obtenir des pièces soit blanches, soit grises, soit noires, globalement, suivant les technos et les prestataires. Mais en SLS, c'est à peu près ce qu'on arrive à obtenir et derrière, non, il faut faire un post-traitement si vous voulez d'autres couleurs. Donc c'est de l'imprégnation, hein, c'est voilà, on vient tremper les lunettes dans une teinture, elles rentrent légèrement dans la matière et on obtient la teinte. Mais à ma connaissance, on ne peut pas avoir une grande gamme de couleurs, en SLS, sorties d'impression. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des matériaux, standards. L'avantage du PA, c'est que c'est un matériau un peu passe-partout. Alors il n'y a pas cette possibilité de multiples couleurs. En tout cas, pas parce que c'est impossible de le faire, mais peut-être parce qu'aujourd'hui, bah, elle répond déjà à une grande partie des applications, avec ces couleurs, standards. Maintenant, rien n'est impossible. Les développements sont certainement, en cours et les fabricants de poudre, j'imagine, travaillent à ces sujets pour être, dans de la teinture dans à l'intérieur du produit et pas uniquement en surface. C'est, techniquement, globalement, le SLS a plutôt tendance à avoir des teintes foncées. On peut imprimer dans d'autres couleurs, mais techniquement, c'est compliqué et ça coûte assez cher à développer. Donc après, il y a un impact direct naturellement sur le prix du matériau. Par contre, en post-traitement, il y a des marques, hein, qui sont, réputées pour faire du post-traitement sur du SLS et on a eu la chance d'échanger un peu avec Sébastien et il nous a déjà montré des pièces qui sont, elles, présente un espace, une couleur un peu différente. Donc, globalement, c'est plutôt dans le post-traitement aujourd'hui que dans des poudres, de base de couleurs. Alors, beaucoup de questions sont arrivées. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter, mais ce que je vous propose, c'est qu'on s'engage à vous faire une réponse, donc personnalisée, après ce live, donc pour pas retenir, trop de monde. Je vais prendre une dernière question. Donc il y avait une question de Ludovic qui était, bah, hormis le sablage, quel type de post-traitement peut-on appliquer aux pièces SLS? Du coup, bah, là, effectivement, il y a pas mal de stratégies très différentes. Bien sûr, sortie de machine, on va, retirer la poudre qui n'a pas été fusionnée et là, donc c'est d'abord un sablage qui est recommandé et
et ce sablage peut être travaillé avec différents médias. Donc c'est déjà une première type de post-traitement qui peut être réalisé et derrière, bah, ça va être la tribofinition avec aussi une logique de différents médias qui peuvent être, minéraux, végétales. Après, il y a vraiment différentes stratégies de tribofinition, avec plusieurs passes qui peuvent permettre d'atteindre, soit garder un aspect légèrement, brut ou aller jusqu'à des aspects des finitions, lisses. Cette tribofinition, elle est assez maîtrisée aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est déjà existant dans le domaine de l'industrie. Elle peut être également réalisée de manière chimique et il y a aujourd'hui des fabricants qui font du lissage chimique sur des pièces en nylon et après, tout ça peut être cumulé à d'autres types de post-traitement, que ce soit du coating, de la peinture, de la métallisation. Après le champ des post-traitements est large. Je vous propose de s'arrêter là. Aujourd'hui, c'était passionnant. Merci à tous pour, vos multiples questions. Désolé de pas tous les traiter en direct, mais on s'engage à vous répondre, tous à la suite de ce live. Merci Thibaut d'avoir été avec nous pour nous apporter aussi, une meilleure connaissance, du fabricant Formlabs et Sébastien de ta disponibilité. Bon séjour à Dubaï. J'imagine qu'il y a aussi, une clientèle, dans le domaine de la lunette, pas très loin. Bon. Je te remercie. À Merci très à bientôt. tous et à très bientôt. Donc on se retrouve le 20 juillet pour des démos techniques, roadshow à Lyon et en septembre pour le Silmo pour en savoir davantage sur le secteur de la lunette. À très bientôt, merci à tous. Merci.